Dans le laboratoire, 2 personnes ont été vraiment inspirantes pour moi. La première personne, c'est Michel Comet, qui nous a enseigné, voire martelé, les fondements de la recherche scientifique. Qu'est-ce que l'on cherche, pourquoi on le cherche et comment on le cherche. Il nous a tout appris et il avait une vision de la recherche extrêmement noble et exigeante. Pour lui, la recherche, c'était faire en sorte que les gens puissent aller au bout d'eux-mêmes. C'est un enseignement qui m'a profondément marqué, qui m'a accompagné pendant toute ma carrière et auquel je pense encore. La deuxième personne, extrêmement importante pour le laboratoire, c'est Daniel Fagret. De l'école de Michel Comet, il a renforcé les liens entre les biologistes et les cliniciens. Et c'est lui qui a eu l'idée, en 2000, de proposer à l'INSERM une unité de recherche radiopharmaceutique bioclinique qui regroupait tous les acteurs du développement des radiopharmaceutiques à Grenoble, les biologistes, les chimistes, les radiochimistes, les radiopharmaciens et les médecins. Et cette unité biologique et clinique dure depuis 25 ans. Ma collaboration au sein du laboratoire d'études des radiopharmaceutiques, parce que ça s'appelait comme ça à l'époque, remonte du temps où j'étais interne en biologie. J'ai fait à ce moment-là une rencontre qui a orienté ma carrière professionnelle. J'ai rencontré le professeur Comet et beaucoup de médecins nucléaires restaient figés dans une position historique en disant la médecine nucléaire, c'est nous, et donc la préparation des médicaments radiopharmaceutiques, c'est nous aussi médecins nucléaires. Or lui, il avait une position complètement inverse en disant moi je suis médecin, ce n'est pas ma partie. Si on veut faire quelque chose de bien, eh bien, il faut qu'on soit bien formé, qu'on ait les bonnes compétences pour le faire. Et j'ai donc, comment on peut dire, adhéré à sa vision qui était respectueuse du travail d'équipe où chacun pouvait trouver son rôle et sa mission. Pour ma part, je suis arrivée au laboratoire fin 2009. À cette époque, la radiochimie était réalisée dans une toute petite pièce au 2e étage où l'on travaillait principalement avec des émetteurs gamma. Les molécules radiomarquées étaient surtout des peptides, des protéines, des sucres et des acides gras. En 2011, nous avons déménagé au 4e étage et obtenu des financements qui ont permis d'acheter davantage d'équipements de radioprotection. Donc, nous avons également vu la nature des molécules d'intérêt se diversifier. Nous avons été amenés à radiomarquer des nanobodies, des cellules vivantes, des nucléotides, des nanoparticules, des bactéries. Et tout ça a considérablement augmenté notre expertise. Entre 2017 et 2020, de nouveaux financements nous ont permis d'agrandir le plateau de radiochimie en aménageant une 2e pièce dédiée aux émetteurs bêta+ pour l'imagerie PET. Aujourd'hui, donc, le plateau de radiochimie propose une gamme étendue de radioisotopes pour radiomarquer tout type de molécules pour l'imagerie et la radiothérapie. C'est une chance de travailler dans cette chaîne de compétences où, en tant que radiochimiste, l'idée est de développer un radiomarquage en pensant toujours à l'application clinique. Le labo a été très structurant pour moi sur un plan personnel, sur un plan scientifique évidemment, mais sur un plan personnel surtout. Et il y a un épisode qui est révélateur à ce sujet, c'est que j'ai été reçu par Daniel Fagret en 1995. Il s'apprêtait alors à prendre, je crois, la chefferie de service et la direction du laboratoire. Et donc Daniel m'avait présenté avec beaucoup d'enthousiasme les thématiques scientifiques du laboratoire. Et puis au terme de cette présentation, il avait digressé un petit peu et il avait souligné qu'il était médecin, mais qu'il était aussi universitaire. Et je me souviens très bien qu'il avait décomposé le mot, il l'avait repris et décomposé en disant « je suis universitaire, je travaille à l'université ». Et donc à l'université, par définition, vous êtes versé dans tout. Et donc un laboratoire universitaire ne s'arrête pas forcément à la science, mais doit être capable de s'ouvrir sur d'autres domaines et d'être versé dans beaucoup de choses. Je suis arrivée au laboratoire pour un stage de master. Donc je cherchais un domaine de biologie intéressant, enfin un stage intéressant, et j'ai rencontré Michel Comet, Daniel Fagret et Catherine Guézy. Ils m'ont parlé de leur recherche et ça avait l'air vraiment très intéressant. Ils étaient tellement enthousiastes et motivés et heureux de me rencontrer que je me suis dit que j'allais essayer. Et donc j'ai travaillé surtout avec Catherine au départ sur les analogues iodés du glucose, notamment le 6-DG qu'on a réussi à transférer à l'homme un peu plus tard. J'aime cette recherche parce que c'est une recherche translationnelle, parce qu'on espère développer un radiopharmaceutique qui va pouvoir être transféré en clinique, donc il y aura un vrai impact sur la vie du patient, sur le diagnostic de sa pathologie. Et donc en fait j'aime beaucoup l'idée que ça va être utile et qu'on sert à quelque chose.
Alors, lorsque je suis arrivé au laboratoire en 2000-2001, c'était le début d'un nouveau projet. Les cardiologues avaient pour objectif de visualiser les plaques d'athérome vulnérables. Et l'objectif des cliniciens, c'était non pas de prendre en charge les patients à la phase aiguë de l'infarctus, mais de diagnostiquer ces lésions en amont pour prévenir l'infarctus. J'ai proposé à la direction du LRB de collaborer avec cette équipe en Belgique pour voir si on pouvait appliquer ce nouveau format de molécule à l'imagerie des plaques. Et on a donc initié une collaboration qui dure à présent depuis une quinzaine d'années. Et la première molécule qu'on a produite a très bien fonctionné puisqu'on a pu la valider complètement en préclinique. On est même allé avec les radiopharmaciens, radiochimistes, jusqu'à faire le dossier médicament, le JMP, et par injecter cette molécule à l'homme, principalement pour vérifier qu'elle était non toxique. Il faut, pour chaque chose, se demander qu'est-ce qu'on cherche, pourquoi on le cherche et comment on le cherche. La recherche est pour moi un outil de formation générale. Je dirais même qu'un stage dans un labo de recherche de quelques mois serait nécessaire, à mon avis, pour beaucoup de gens en médecine, par exemple. Ça leur apprendrait à ne pas dire n'importe quoi, puisque quand on fait de la recherche, il faut présenter ses résultats, c'est-à-dire les publier. Quand on parle de la recherche, tout ce que l'on dit, on doit pouvoir le démontrer et le prouver. La force du laboratoire, elle se trouve, je pense, pour partie dans cette interaction très forte qu'on a avec les cliniciens qui nous soumettent les problèmes cliniques sur lesquels ils voudraient voir arriver une solution et qui sont les seuls à pouvoir identifier. Et nous, ensuite, on repart au laboratoire avec ce problème et on développe notre panel de compétences avec les chimistes qui synthétisent les molécules, avec les radiochimistes qui les marquent, avec les biologistes qui les évaluent. Et on retourne vers le clinicien au terme d'un temps qui peut être plus ou moins long, avec cette solution qu'on a à leur proposer aux problèmes cliniques qu'ils nous ont soumis pour commencer. Et on voit arriver éventuellement en clinique, si l'histoire est belle, la solution du problème que les cliniciens avaient quelques années auparavant. Et donc ça, c'est permis par la chaîne de compétences dont on dispose dans le laboratoire et qui nous permet de répondre en tant que laboratoire, unité de recherche, à ce problème clinique et d'apporter des solutions cliniques aux patients.